Bonjour à tous et bienvenue au webinaire que nous avons préparé pour vous. Donc, je crois qu'on est 15 aujourd'hui, donc on va peut-être attendre quelques minutes que d'autres participants arrivent. Alors, juste pour... alors, attendez, ça a bloqué, ça commence. Voilà, donc avant de commencer, on a un petit rappel des consignes pour le bon déroulement du webinaire. Donc, je vous remercie de désactiver tous vos micros, sauf si évidemment vous voulez parler. Et nous commençons la présentation et finirons par une session de questions-réponses. N'hésitez pas à intervenir. Encore une fois, l'idée, c'est pour nous que ce soit très interactif. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc, comment structurer et développer des partenariats commerciaux en Asie? On va vous dresser un petit peu les best practices et les partenariats principaux. Donc, partenariats à la fois commerciaux et capitalistiques. Je laisse la parole à peut-être Emmanuel pour présenter Actavia. Oui, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, juste en quelques mots, Actavia, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé sur l'Asie. Chaque associé du cabinet a été directeur général de filiales de grands groupes européens ou américains sur la zone Asie et a au moins plus de 10 ans d'expérience sur cette zone-là. La particularité d'Actavia, c'est que nous sommes un cabinet de conseil très opérationnel et notre focus, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans la gestion de leurs partenariats commerciaux sur la zone. Nous avons des bureaux à Singapour, à Shanghai, à Hong Kong. On a récemment aussi ouvert un bureau à Paris afin d'être plus proche de nos clients européens. Et puis, on a aussi une présence à Tokyo et à Ho Chi Minh. Et enfin, on a des relais dans tous les pays de la zone Asie. Donc, on a vraiment une couverture très large. Et enfin, nous venons tous d'industries qui sont différentes mais complémentaires. Pour en citer quelques-unes, la santé, la grande distribution, la technologie, tout ce qui est technologie au sens large, et évidemment le monde des services aussi. Fanny, je te repasse la parole. Merci. Alors, côté LPA, donc nous sommes un cabinet de droit des affaires qui a une trentaine d'années. Notre siège est à Paris. Nous avons 13 bureaux dans le monde et nous avons vraiment un axe très Asie depuis le début. Donc, nous avons déjà un bureau à Hong Kong depuis plus de 20 ans, un bureau à Shanghai depuis plus de 10 ans et des nouveaux bureaux se sont joints depuis quelques années maintenant à Singapour, Tokyo et Dubaï. Nous sommes à peu près 230 avocats et professionnels dans le monde, avec 140 à Paris, dont
40 associés. Voilà, nous allons aborder aujourd'hui ces partenariats commerciaux en discutant évidemment du contexte asiatique. D'abord, comment l'Asie s'organise, quelles sont vraiment les problématiques, les cultures, les opportunités qu'on peut avoir. Et quand on dit opportunités, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément y aller en fonçant. Il faut mesurer ces opportunités, savoir si vraiment ce sont des opportunités. Et justement, pour définir des opportunités, il faut avoir le bon partenaire. Et comment identifier le bon partenaire, comment l'approcher, comment est-ce qu'on va négocier ce partenariat? Est-ce qu'on va se dire, est-ce qu'on fait un partenariat uniquement commercial? Est-ce qu'on va directement ou pas vers un partenariat capitalistique et donc une joint venture? Dans un dernier temps, on abordera un point de vue un peu plus juridique avec justement la structuration de ces partenariats commerciaux. Comment est-ce qu'on structure ces partenariats? Par le biais de contrats, par le biais de sociétés qui seront constituées et les points de vigilance vraiment qu'il va falloir garder en tête dans les contrats commerciaux et dans la négociation de cette joint venture. Donc, on va commencer par le contexte asiatique et je vais laisser la place à Marie pour en discuter. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous donner un petit peu le contexte asiatique. J'imagine que vous n'avez pas tous la même familiarité avec l'Asie. Je vais aller assez vite, mais surtout n'hésitez pas à poser des questions via le chat auquel on pourra répondre après si vous avez besoin de plus de détails. Donc, on va voir très rapidement voilà, la diversité un petit peu de l'Asie, le fait que les besoins de produits et de services sont assez divers et particuliers, et puis bien sûr les opportunités, mais voilà, qui sont à prendre aussi avec de la vigilance et du discernement. Donc là, voilà, l'Asie, une mosaïque de pays, évidemment, rien à voir avec l'Union européenne. Vous avez tous en tête, quand on vous dit Asie, vous pensez gros marché, et vous avez raison. Ce sont des très gros marchés. S'il faut retenir deux chiffres, c'est peut-être que l'Asie représente aujourd'hui à peu près 57% de la population mondiale et 37% du PNB mondial. Donc, gros marché, mais on pense souvent à la Chine, à l'Inde, à l'Asie du Nord, la Corée et le Japon, qui sont des mastodontes régionaux. Voilà, je voulais aussi attirer votre attention sur le sud-est asiatique qu'on appelle l'ASEAN. Alors, c'est pas seulement une appellation, l'ASEAN, c'est une organisation. Les pays du sud-est asiatique, en tout cas 10 d'entre eux, se sont regroupés dans une communauté économique qui pourrait ressembler à la communauté, à la CEE qu'on a connue il y a longtemps chez nous. Et donc, c'est une alliance économique qui est loin d'être au point de l'Union européenne, évidemment, mais qui a quand même des fondements de collaboration et de facilitation entre les pays. Donc, oui, merci. Juste pour terminer sur l'ASEAN, en termes de taille, c'est plus gros que l'Europe. Voilà. Donc, c'est pas un marché à négliger non plus au sein de l'Asie. Donc, des besoins et des services particuliers, faut être très conscient que l'Asie, évidemment, n'est pas monolithique, mais elle est peut-être encore moins que vous l'imaginez. Il faut être très conscient quand on va en Asie qu'il y a des énormes écarts entre les pays. Alors, des énormes disparités. Alors peut-être là, on a cité deux axes sur lesquels on a ces disparités. D'abord, il y a les pays riches et il y a les pays pauvres. C'est une évidence, mais l'écart, il est quand même beaucoup plus important qu'en Europe, 7 fois plus important en Asie qu'en Europe. Si vous prenez Singapour et le Cambodge, on n'est évidemment pas dans le même monde et pas dans les mêmes pouvoirs d'achat. Et donc pas dans les mêmes besoins non plus. Et une diversité de langues et de cultures. Parce que, alors c'est pareil, assez évident et peut-être pas très important pour votre industrie en particulier, mais il y a des implications très pratiques, très banales, pour en citer une, les calendriers.
quand on est voilà, dans les pays musulmans, les périodes qui sont à la fois des périodes intenses pour le marché et après des périodes de relâchement en termes d'activité des entreprises, c'est au moment du Ramadan. Pour les Indiens, ça va être au moment de Dipavali, qui va être plutôt en octobre-novembre. Et pour les pays reliés à la Chine, donc la Chine, mais aussi le Vietnam et Singapour aussi dans une certaine mesure, les pays qui sont culturellement proches de la Chine, ça va être ce qu'on appelle le Chinese New Year, le Nouvel An chinois, qui, comme vous le savez, autour de janvier-février, fluctue un petit peu. Ce qui veut dire qu'à ces moments-là, il va y avoir probablement un pic de consommation et puis après, tout le monde est en vacances. Donc, l'activité des entreprises ou de vos partenaires commerciaux vont ralentir naturellement. Donc, et tout ça n'est pas uniforme, effectivement, ça se produit à des moments différents. Et pas du tout au mois d'août, hein, d'ailleurs. Le mois d'août n'est pas un mois creux du tout en Asie. Voilà, donc des opportunités importantes, évidemment, mais comme le dit Lao Tzu, tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Donc, je vous invite à lire Lao Tzu, mais vous n'en aurez peut-être pas le temps. Donc, alors, c'est pas lui qui a dit tout ce qui vient après, mais ça s'en inspire. Donc, bien comprendre l'écosystème, évidemment. Je ne vais pas tout vous citer. Il faut choisir ses marchés, Fanny l'a dit. Il ne faut pas forcément vouloir aller partout. Il faut trouver le marché qui vous convient aussi. Il faut prendre en compte la culture, on l'a dit, l'environnement concurrentiel, les différentes opportunités et menaces. Et ça, je vous engage à vous renseigner, à lire beaucoup et aller dans ces salons internationaux qui sont pour votre industrie et salons qui sont basés en Asie aussi, où vous allez pouvoir sentir un petit peu la culture, l'ambiance, la façon dont les gens en Asie travaillent dans votre industrie. Donc, en ce qui vous concerne, les questions clés vraiment qu'il faut se poser et sur lesquelles vous pouvez aller chercher de l'aide autour de vous, c'est qu'est-ce que mon produit ou mon service apporte à ce marché en particulier. Et vous avez une valeur ajoutée en Europe, dans vos marchés historiques. Il faut se reposer la question quand on va en Asie, c'est d'une évidence. Quelle est ma concurrence effectivement locale et internationale que je vais rencontrer en Asie? Quel positionnement prix adopter? C'est pas forcément non plus le même qu'en Europe. Il faut parfois être ultra concurrentiel sur le prix, parfois au contraire se démarquer de la concurrence chinoise par un positionnement plus qualitatif. Et puis évidemment, quels sont les moyens logistiques, financiers et humains dont je vais avoir besoin. Une fois qu'on a ces questions en main, les challenges de la commercialisation, il y en a plusieurs. Donc, c'est pas des obstacles, c'est des complexités, on va dire, qui sont à prendre en compte. Alors, les langues, évidemment, c'est une fois qu'on est sorti du mandarin et de l'hindi en Inde, il reste 2 milliards de personnes en Asie qui parlent d'autres langues et toutes ne maîtrisent pas très bien l'anglais. En tout cas, suffisamment dans le domaine du tourisme, mais pas forcément suffisamment de maîtrise dans une relation commerciale et professionnelle pour rentrer dans les détails. Donc, attention à ça. Des monnaies et des procédures douanières différentes. Oui, il y a l'ASEAN, mais ce n'est pas encore un marché commun. Donc, et les processus douaniers peuvent être très, très différents d'un pays à l'autre. Et puis enfin, des systèmes réglementaires aussi non harmonisés. Donc là, nos amis de LPA pourront vous en dire beaucoup plus. Mais il faut avoir en tête que la réglementation, elle peut être aussi utilisée par certains pays comme un outil de protectionnisme. Donc, il y a des règles qui varient, qui n'ont pas forcément de logique entre elles. Et il faut vraiment se pencher sur chaque règle dans chaque marché. Alors, juste pour un exemple, pour répondre, je vous ai parlé de complexité, je veux pas non plus vous déprimer, l'Asie est pleine d'opportunités, comme on l'a dit. Il y a des moyens aussi de contourner, par exemple, les régulations douanières en faisant du cross-border. Donc, le cross-border, c'est la possibilité d'établir à un endroit unique, un entrepôt avec vos produits et depuis cet entrepôt de livrer rapidement sous douane tous les pays de la zone. Donc, ça vous évite d'avoir du stock dans chaque pays. Et c'est une pratique qui est très répandue en Asie. C'est la partie vert clair sur le slide.
Et ça, typiquement, vous allez choisir, si vous optez pour cette pratique, vous allez choisir un pays qui est à peu près au barycentre géographique et slash business de votre activité en Asie. Et depuis ce pays, vous allez rayonner vers les autres pays. Donc voilà, il existe des façons de gérer les complexités de l'Asie. Je vais passer la main à Mathieu qui va vous expliquer un petit peu concrètement comment, à partir de là, vous allez pouvoir identifier le bon partenaire et le bon partenariat sur l'Asie. Merci. Merci Marie. Donc Mathieu Lawénan. Avant que LPA CGR ne décrive en détail la structuration des différents partenariats commerciaux, nous allons discuter donc des conditions d'identification d'un bon partenaire et d'un bon partenariat. Alors, identifier un bon partenaire, déjà, c'est être sûr que sa densité, sa largeur de bande soit très adéquate à votre premier objectif de commercialisation dans le pays. Et également ensuite que le partenariat, sa forme et son contenu contractuel soient adaptés à ce que vous souhaitez faire, mais également évidemment aux normes du pays. Donc, quel schéma de collaboration sera le plus adapté? Il peut évidemment évoluer et être adapté à l'évolution des objectifs commerciaux que vous allez avoir. Par exemple, si vous voulez développer une référence solide, une première performance, vous allez pouvoir choisir de cibler un premier segment de marché ou un premier canal commercial. Et donc, ensuite, vous pourrez faire un levier sur ce premier succès et ça vous amènera à potentiellement changer de structure de commercialisation. Donc, il est bien évident que ce qu'on va choisir au départ ne sera pas spécialement ce que la même structure dans l'avenir, et elle pourra absolument évoluer. Donc, un environnement commercial à l'international et particulièrement à l'Asie est toujours lié à des paramètres spécifiques, principalement une culture dont déjà Marie a parlé et des normes souvent protectionnistes. Donc, il vous faudra choisir un partenaire dont vous allez évidemment choisir la taille par rapport à ce que je disais précédemment, la largeur de bande que vous voulez tout d'abord effectuer au niveau de votre commercialisation et évidemment son influence, l'influence de ce partenaire dans un paysage concurrentiel. Il faut bien comprendre quelle est son image, son positionnement, le type de valeur qu'il vous apporte et le type de valeur aussi que vous voulez évidemment procurer au marché. Est-il capable de communiquer la valeur produit que vous souhaitez véhiculer au marché? Ça, c'est extrêmement important. On voit pas mal de sociétés qui vont avoir une stratégie qui va être basée sur des prix bas, alors que vous allez avoir un produit potentiellement à valeur ajoutée élevée et dont vous allez vouloir absolument vendre la valeur. Et donc, il faut absolument que vous ayez un partenaire qui soit adapté. Et donc, de bien définir et de bien identifier quelle qualité commerciale et quelle est la qualité de sa force de vente. Son accès aux clients et aux consommateurs est extrêmement important. La relation clientèle locale est primordiale en Asie. Beaucoup de clients ont besoin d'un acteur local qui va gérer la communication et la gestion avec le fournisseur principal. C'est pour une question de confiance, une question de protection de l'avantage du client et l'évitement de tout conflit qui est extrêmement important en Asie. Donc, le partenaire local devra avoir cette marque de confiance de la part de vos clients finaux. C'est aussi important de choisir un partenaire pour avoir ce qu'on appelle une situation gagnante-gagnante, dans le sens où non seulement vous allez évidemment souhaiter que vous ayez un partenaire qui puisse commercialiser de bonne manière vos produits, mais le plus intéressant sera aussi que votre partenaire
puisse faire un levier par rapport à son activité déjà en place et que donc ça ajoute une valeur à ce qu'il fait déjà. Ça permettra de consolider le partenariat et de l'établir de manière extrêmement pérenne. Next. Donc, comment sélectionner ce partenaire? À partir du moment où vous aurez identifié le type et la largeur du partenaire, vous allez en choisir un certain nombre sur lesquels, et une shortlist sur lesquels vous allez devoir faire une due diligence. Vérifier l'historique de votre partenaire, sa stabilité financière, commerciale, évaluer donc ses équipes commerciales, son support, assurez-vous de sa réputation dans le marché et son historique de réputation. Réduisez évidemment les gaps de communication avec lui. Il est donc important qu'évidemment que vous les rencontriez rapidement, d'être sûr qu'il parle anglais, puisque ça va être quand même probablement la langue de communication. Français, pour des sociétés françaises, évidemment, sera un plus. Ayez donc un relais aussi dans les pays clés, sachant que c'est toujours bien d'avoir un autre partenaire ou de connaître des relais dans le pays qui vous permettront aussi d'avoir une bonne évaluation de votre partenaire. Donc, prenez le temps qu'il faut pour choisir et construire la bonne relation. Encore une fois, c'est très important en Asie, cette relation, et vous devrez aussi considérer votre partenaire comme un membre de votre équipe, dans le sens où devrait partager les mêmes objectifs à atteindre et avoir le même engagement dans l'activité que vous allez mettre en place. Mais également, devez le considérer comme un client, puisqu'évidemment, il est pour vous très important de lui amener une grande satisfaction qui va pérenniser votre partenariat. Donc, assurez-lui d'apporter une expertise qu'il valorisera. Donc, c'est un petit peu ce que je disais précédemment, c'est que non seulement il doit trouver le bénéfice en commercialisant vos produits, mais si de manière transversale, il peut aussi créer plus de valeur pour sa propre activité, ce ne sera que mieux. Essayez de partager donc des dépenses de marketing avec lui pour bien établir votre stratégie et votre tactique. Et si vous êtes enclin à partager ces investissements, ça donnera un socle d'autant plus solide à votre partenariat. Donc, la négociation, évidemment, sera importante, mais ce qui est particulièrement important, c'est de fixer une relation de long terme et que les termes de cette négociation soient faits pour être dans un esprit gagnant-gagnant, pour évidemment assurer que ce soit pérenne et que vous allez protéger vos actifs, mais également que ça mette quand même une certaine flexibilité. Un contrat trop pointu risque dès le départ de frustrer une des parties, et ce n'est pas non plus ce que l'on recherche. Définissez donc ce calendrier de négociation. Assurez-vous aussi que vous avez une stratégie pour défendre votre propriété intellectuelle. C'est quelque chose d'important en Asie. On connaît toutes les difficultés du reverse engineering, des difficultés parfois d'imposer une propriété intellectuelle. Assurez-vous que votre partenaire entende bien ceci et que vous aurez dans ce contrat tout ce qui protégera votre propriété intellectuelle. Protégez-vous aussi des activités concurrentielles. Ça paraît une évidence, mais certains distributeurs ou partenaires pourraient être enclins à distribuer non seulement votre marque, mais des marques concurrentielles. Évidemment, c'est quelque chose qu'il faut éliminer de votre contrat. Comme je l'ai dit précédemment, essayez que ce contrat montre un aspect gagnant-gagnant. Ça évidemment amènera
une valeur énorme à l'engagement de chacune des parties. Établir donc une term sheet, donc la liste des éléments principaux de ce mandat, de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Assurez-vous, si vous connaissez bien les spécificités légales de chaque pays, et ça c'est important donc de pouvoir travailler avec des partenaires, même là, pour être certain que vous n'avez rien oublié dans ces spécificités légales et ces normes qui sont liées à chacune des entités de l'Asie. Prévoyez donc des clauses de sortie avec indemnisation et son calcul prédéfini. Donc, c'est évidemment quelque chose qu'il faut absolument mettre parce qu'il serait vraiment très dommage d'être tenu à un contrat, de ne pas pouvoir en sortir si vous avez des défauts d'exécution ou que ce contrat n'a pas été respecté. Donc, assurez-vous qu'il y ait évidemment des clauses de sortie pour cela et que les indemnisations soient prévues sans évidemment qu'elles soient montrées comme une dureté spécifique dans ce contrat, mais évidemment chacun comprendra qu'il se peut qu'à un moment donné l'un ou l'autre des parties doivent prendre une autre direction. Donc, prévoyez de revoir ce contrat, évidemment, en présentiel, hein, ou d'assurer que vous avez une bonne lecture, chaque partie, pour que ce contrat soit pérenne. Voilà, je vais passer donc la parole au cabinet donc, LPA-CGR pour définir la structuration de chacun des partenariats commerciaux possibles. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je vais commencer avec Bérangère sur la partie partenariats commerciaux. Et puis, nous laisserons la main à Arnaud et Fanny sur la partie partenariat capitalistique de type joint venture. Alors, Bérangère et moi, nous sommes intéressés aux deux grands contrats de partenariats commerciaux qu'on pratique généralement en Asie, à savoir le contrat de distribution et le contrat d'agent commercial. On va peut-être faire un petit rappel rapide pour ceux qui ne seraient pas forcément très au fait de ces deux montages différents. On a à la fois dans le contrat de distribution une logique d'un partenariat assez indépendant avec un distributeur qui achète vos produits pour les revendre. Je crois que alors, le slide ne déroule plus, Fanny. Voilà, donc vous avez un partenaire en Asie qui va être chargé d'acheter vos produits, de les stocker, de les importer, de les dédouaner et derrière de les revendre sur son marché local. Donc les avantages, effectivement, c'est que vous transférez tout ou partie des risques parce que les produits ont déjà été achetés et payés. Vous transférez également une grosse partie de la politique commerciale et marketing sur le marché local. Vous avez également un transfert de la partie service après-vente directement à votre distributeur. Mais les deux principaux inconvénients, effectivement, sont que vous perdez un tout petit peu la maîtrise de votre pratique commerciale, de votre politique commerciale, et vous avez par définition des contacts limités avec vos clients. Le second contrat que l'on pratique le plus est le contrat d'agent commercial, où vous avez un partenaire qui est une sorte de représentant local, qui a un mandat de prospection, de démarcher des clients, qui sont parfois les vôtres, où vous transférez un fichier de clients préexistants, qui a un mandat de présentation des produits, de négociation et de discussion avec vos clients, mais la transaction en elle-même est toujours conclue entre vous, la marque en France, et le client final en Asie. Le mandant, l'agent commercial n'intervient plus à ce niveau-là, et toute la partie logistique, exécution de la vente, livraison, service après-vente est directement régie entre les deux parties. Voilà. Donc, alors les deux contrats ne participent pas tout à fait de la même logique, mais pour autant, il convient d'être vigilant lorsqu'on met en place l'un ou l'autre. On va d'abord commencer peut-être par le contrat de distribution. Alors, on est parti aussi de retours très pratiques avec Bérangère. On a constaté dans notre expérience que parfois, pas mal de PME françaises se lançaient dans des contrats de distribution par pur opportunisme, sans vraiment maîtriser ou connaître le distributeur, et après se retourner vers des cabinets d'avocats 3 ans après
pour essayer de trouver une porte de sortie, mais était déjà, on va dire, empêtré dans un contrat d'exclusivité sur 10 ans avec le distributeur sans aucune sortie possible. Donc on s'est posé un peu la question des grandes key issues, des grands points qu'il faut vraiment avoir en tête avant de négocier et de signer un contrat de distribution. Donc il y a d'abord vraiment, ce qui nous paraît vraiment essentiel, c'est le périmètre de ce contrat de distribution, à la fois le périmètre géographique, le périmètre, on va dire, produit, et après le périmètre canaux de distribution. Donc sur la géographie, et je fais aussi un peu allusion à tout ce qu'on s'est dit en préambule de ce webinaire, notamment en Chine, et je laisserai Bérangère rebondir sur Singapour et l'Asie du Sud-Est. La Chine, c'est vraiment un pays continent. Donc, vous pouvez avoir un distributeur qui va être extrêmement doué dans des grandes villes comme Pékin, Shanghai ou Canton, mais finalement avec moins de valeur ajoutée dans des zones plus rurales ou plus reculées. Vous savez, il y a cette dimension un peu en Chine de pays ou de régions divisées en 3 parties, tiers 1, tiers 2 et tiers 3. Il faut vraiment regarder la valeur ajoutée du distributeur dans les zones concernées. Et parfois, essayer de bien comprendre son marché et la valeur du distributeur pour mettre en place plusieurs contrats de distribution en fonction des zones géographiques ciblées. Il y a également après donc la partie produit. De quoi parle-t-on dans le cadre attendez, apparemment, ça grésille un peu. De quoi parle-t-on en termes de produits? Est-ce que les produits concernés concernent tous les produits que je propose à la vente sur mon marché historique? Ou est-ce que ça concerne une partie seulement des produits? Est-ce que le contrat ou la distribution concerne seulement les produits que je propose actuellement à la commercialisation ou également les produits futurs ou les nouvelles gammes de produits que je pourrais être amené à développer? Donc pareil, c'est une vraie question que l'on doit se poser. Et après, bien évidemment, les canaux de distribution. Alors, surtout en Chine, est-ce que mon distributeur intervient sur tous les canaux, que ce soit du retail, que ce soit du online, ou est-ce que je subdivise un peu tout ça? Donc déjà, sur ces 3 premiers points qui nous paraissent essentiels, il faut arriver à voir si on a la possibilité d'avoir un contrat de distribution unique avec un seul distributeur, ou si derrière, on doit peut-être passer par plusieurs contrats qui vont coexister entre eux en fonction des zones, en fonction des canaux de distribution ou en fonction de la gamme de produits proposés. Voilà. Ce qui va nous permettre après de pouvoir s'intéresser à l'exclusivité, la non-exclusivité, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, je crois, le point fondateur du contrat de distribution parce que c'est vraiment la valeur ajoutée que vous allez donner à votre schéma de commercialisation. Moi, j'ai eu, pas plus tard qu'il y a 2 ans, à renégocier un gros contrat de distribution d'une société française dans le domaine de la boisson, qui avait un distributeur historique, mais qui marchait bien, et ils ont réussi à renégocier un contrat, mais ils se sont rendus compte que finalement, le distributeur n'était vraiment pas le plus adapté sur la partie online. Ils ont réussi à comprendre entre eux que le contrat et la relation marchaient bien, la relation était pérenne, mais que dans l'intérêt du distributeur et de la marque, il fallait essayer un petit peu de rebasculer le contrat. Voilà. Ensuite, on a bien évidemment, après, une fois qu'on a sécurisé son périmètre, la manière dont le contrat doit s'exécuter dans ses opérations. Donc, sécuriser le prix auquel votre distributeur achète les produits et éventuellement le prix auquel il va pouvoir revendre les produits. Normalement, le distributeur doit avoir une certaine latitude et liberté dans la fixation du prix des produits. Et pour autant, il y a quand même une discussion qui doit s'opérer parce qu'un distributeur qui ferait n'importe quoi sur le prix de revente pourrait détruire un peu l'image de marque ou en tout cas la cohérence mondiale souhaitée par la marque sur sa distribution. La durée du contrat et les objectifs commerciaux du distributeur, alors ça dépend toujours un tout petit peu des rapports de force qu'il peut y avoir entre la marque et le distributeur sur le marché local. Mais de manière générale, quand on est dans une installation sur un marché, il est parfois préférable d'avoir un contrat avec son distributeur peut-être plutôt court, de 2 ou 3 ans, mais avec des clauses de renouvellement automatique proposées au distributeur en fonction d'atteinte de certains objectifs. Donc, volume, ouverture de boutiques ou de points de vente, on peut fixer pas mal de KPIs et avoir comme ça un contrat évolutif qui permet de se fixer des portes de sortie assez faciles si les milestones, si les points d'étape ne sont pas réalisés.
et tout de même d'avoir une relation très saine parce que le renouvellement est assuré au distributeur si le business plan travaillé ensemble entre la marque et le distributeur est bien atteint. Ce qui nous permet d'envisager les cas de sortie, les cas de résiliation anticipée en cas de non-atteinte d'objectifs, en cas de mauvaise politique en termes de marketing, en termes de violation, par exemple, d'une clause d'exclusivité. C'est ce que disait Mathieu également en préambule, se garder les portes de sortie et voir l'indemnité qui devrait ou pas aller avec. Alors Mathieu parlait de l'indemnité avec une valorisation prédéfinie, c'est pas toujours souhaitable d'avoir aussi une indemnité. Parfois, il est préférable en tant que marque de se dire je peux résilier mon contrat de distribution avec un préavis de X mois sans avoir pour autant à payer une indemnité justement à mon distributeur, ce qui me permet de sauver de la trésorerie et de pouvoir en parallèle tout de suite commencer à discuter avec un nouveau potentiel distributeur. Et après, anticiper bien évidemment la partie contentieux avec les clauses de juridiction, notamment en Chine, où il est toujours préférable d'essayer de sortir le contentieux de Chine et encore plus de certaines petites villes de Chine où la pratique locale serait peut-être plus, alors peut-être pas corrompue, mais plus compliquée de faire respecter et valoir ses droits en tant que partie étrangère. Donc, essayer autant que faire se peut de localiser le contentieux, soit dans une grande ville en Chine si on n'a pas trop de marge de négociation, soit en France ou dans une zone un peu neutre avec une clause d'arbitrage à Hong Kong ou Singapour. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Bérangère qui va pouvoir rebondir sur la partie distribution et la partie agent commercial. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis associée du bureau LPA de Singapour avec Arnaud, et c'est vrai qu'on a une pratique comme Paris et Shanghai habituelle des contrats de distribution et des contrats d'agents commerciaux. Donc on voit beaucoup de choses qui se passent bien, de choses qui se passent moins bien, de projets qui sont avortés parce que les parties se rendent compte au stade du term sheet que leurs intérêts ne sont pas nécessairement alignés. Et on voit aussi beaucoup de contrats de distribution qui sont la première étape avant la mise en place d'une structure un petit peu plus compliquée, qui est la structure de joint venture dont Fanny et Arnaud parleront après. Nous, les trends qu'on voit depuis Singapour sur les contrats de distribution et d'agents commerciaux, mais je vais surtout me parler du contrat de distri, c'est un Master Distribution Agreement basé à Singapour, qui est une juridiction sûre et dans laquelle le système bancaire fonctionne bien, dans laquelle les droits des parties sont bien respectés et peuvent être mis en œuvre. Et donc, on a un contrat de distribution à Singapour, un master logé à Singapour, avec ensuite des sous-distributeurs qui peuvent être dans l'Asie-Pacifique, Thaïlande, Vietnam, Inde, Philippines, par exemple. Donc, ça, c'est un schéma qu'on voit régulièrement, qui serait une quasi-joint venture, mais qui est plus flexible, puisque basé sur un contrat de distribution. Ce qu'on voit aussi très souvent quand on a ce genre de schéma, comme disaient Maxime et Mathieu, c'est de permettre de résilier certains territoires en fonction d'objectifs de vente ou de KPI, ce qui permet de garder ce qui marche. Si par exemple le distributeur est très bon en Thaïlande mais très mauvais au Vietnam, de ségréguer, de mettre différents silos d'objectifs de KPI, ça permet de résilier une partie du contrat pour garder les marchés qui fonctionnent et voire réattribuer ces marchés qui ne fonctionnent pas à un autre distributeur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, qu'on recommande parce que ça permet de tester des marchés, de tester plusieurs distributeurs ou de tester des channels. Comme disait Maxime tout à l'heure sur son illustration, on peut se rendre compte qu'on a un distributeur qui est très performant en boutique, mais qui est très mauvais sur le channel du online, et c'est une manière d'arrondir les angles, de retirer ce marché online tout en gardant ce qui fonctionne. L'autre point qui est intéressant et qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est tous les aspects de propriété intellectuelle dont on a déjà discuté. Il faut vraiment s'assurer que le distributeur local
a des engagements contraignants en matière de respect des propriétés intellectuelles, de la propriété intellectuelle selon ce qui est donné. Bien entendu, si le produit est déjà fini, il n'y a pas vraiment de propriété, enfin, la propriété intellectuelle vous appartient objectivement, mais si on est sur des services, il faut bien verrouiller tout ça dans le contrat de distribution, et notamment parce que à l'issue, à la résiliation du contrat de distribution, la plupart des droits, que ce soit à Singapour ou dans la région, ne prévoient pas d'indemnité de résiliation aux distributeurs. Donc, c'est vraiment en faveur du principal qui va donner la distribution à un distributeur local, parce que ça veut dire que contrairement au droit européen, la résiliation du contrat est peu coûteuse. Mais paradoxalement, ça veut dire que le distributeur peut être un peu plus désespéré à la fin du contrat s'il était exclusif avec vous. Et qui dit désespéré dit un petit peu plus dangereux et un peu moins précautionneux. Donc, le retour des listings de clients peut être difficile à avoir. Donc, c'est tout ce genre de potentiel litige de fin de contrat qu'il faut anticiper en amont. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut compenser, même si, de par la loi, on n'est pas obligé de le faire. C'est toujours bien de prévoir peut-être une rémunération à la fin du contrat pour que la passation se fasse en bonne et due forme et sans trop de friction. Comme le disait Maxime, il faut une clause attributive de juridiction. Nous, on recommande vraiment Singapour pour toute la région. Et ça a d'autant plus de sens si on part sur un schéma de Master Distribution Agreement avec des sous-contrats pour les pays autour. Singapour est une juridiction sûre, coûteuse mais sûre, et les droits du distributeur et du principal sont bien analysés par les juges. Donc c'est vraiment quelque chose que nous on recommande de passer par Singapour pour après rayonner autour. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'Actavia a tendance à recommander, parce que ça peut être très difficile d'attaquer un pays, je prends par exemple le Vietnam, parce que vous avez une présence à Ho Chi Minh, d'attaquer le Vietnam en direct, à moins d'être sur un produit très particulier. Les autres points que Pardon Bérangère, je voulais juste rebondir sur la partie fin de contrat que tu évoquais avec la clause de juridiction et l'organisation de la fin du contrat. Il y a un point sur lequel aussi, je pense, on doit être vigilant quand on négocie sur la distribution, c'est au-delà de l'indemnité ou de la rupture en elle-même, c'est la gestion des produits et d'une éventuelle co-distribution. Parce que vous pouvez avoir une fin de contrat avec un distributeur qui a sur place des stocks de produits parfois très importants, éventuellement une problématique de durée de vie des produits si on est par exemple dans de l'agroalimentaire, et donc devoir s'assurer que le distributeur va pouvoir vous rendre les produits, vous les rachetez ou vous les rachetez pas, va devoir détruire les produits et vous prouvez qu'il a bien détruit les produits. L'exclusivité tombe d'elle-même pour vous permettre de lancer un autre schéma de distribution tout en donnant la possibilité au distributeur initial de lui aussi poursuivre un peu sa distribution le temps d'écouler les stocks restants, etc. etc. Donc c'est aussi des points qu'il faut quand même garder en tête et cadrer dans son contrat de distribution. Pardon, je te rends la parole. Ouais. Non, tout à fait, tu as tout à fait raison, Maxime. Et d'ailleurs, là-dessus, nous, ce qu'on a tendance à recommander, c'est de dire, prévoir qu'il y a un dernier paiement qui est fait par le principal une fois que les stocks sont retournés. Comme ça donne une incentive aux distributeurs de vous retourner les produits ou de vous revendre les produits, enfin selon le schéma qui est mis en place dans le contrat de distri. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui est intéressant dans la structure contractuelle pour s'assurer que jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière obligation, les choses sont faites correctement. Et le point très important sur le stock pour conclure, pour s'assurer aussi que vos produits ne finissent pas sur un marché secondaire qui pourrait tarir l'image des produits que vous avez. Et c'est quelque chose que, par exemple, on voit beaucoup sur les marques de cosmétiques.
d'un coup, il y a une arrivée je prends l'exemple parce que c'est ce que j'avais vu, de shampoing Kérastase bradé à 30% du prix sur les marchés. Donc ça, c'est terrible pour la marque parce que le prix de revente est baissé sur un marché secondaire sans contrôle. C'est parce que le distributeur avait un stock qu'il a bradé suite à une fin de contrat. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont il faut faire. Il faut être très vigilant sur la fin de la relation, si ça se passe mal, mais ça peut aussi très bien se passer. Et je passe la parole à Fanny et Arnaud. Et ça peut aussi être l'étape 1 avant la mise en place d'un contrat de joint venture ou de partenariat plus formel et pour une relation plus long terme. Alors, juste Bérangère, peut-être avant effectivement donner la parole à Arnaud et Fanny, on est passé peut-être un peu vite sur la partie agent commercial, mais effectivement, il y a sans doute moins de choses à en dire que dans le cadre du contrat de distribution. Juste à garder en tête que la vraie problématique, elle est de savoir bien fixer la commission qui est proposée à l'agent, à la fois dans ses modalités de calcul et également dans ses modalités de paiement. Donc, les modalités de calcul, c'est vraiment faire en sorte que la commission soit sur le chiffre d'affaires net réalisé par la marque en France. Donc attention aux histoires de ristournes, de rabais, d'éventuelles taxes locales, etc. Et les modalités de paiement, soyez bien vigilants à toujours faire en sorte que la commission soit payée à l'agent une fois que la facture transactionnelle soit bien payée par le client final en Chine et non pas simplement lors de la validation de la commande, parce que sinon vous supportez d'autant plus le risque de défaut de paiement et le risque commercial. Voilà. C'était vraiment le point, à mon avis, central du contrat d'agent et je rends la parole maintenant à Arnaud et Fanny sur la partie capitalistique. Oui, bonjour. Merci Maxime. Donc, c'est exactement ça, c'est que finalement, ce partenariat commercial, que ce soit le contrat de distribution, le contrat d'agent, peut tout à fait être une première étape avec un partenaire avec lequel on peut ensuite envisager un partenariat capitalistique. Alors, on a généralement sur la zone différentes façons de trouver ce partenaire capitalistique, mais c'est vrai que très souvent, avoir quelqu'un dans le giron qu'on connaît, avec lequel on a travaillé, on a créé une relation de confiance, va permettre d'avancer plus rapidement sur un partenariat capitalistique que si c'était une personne qui est dans votre secteur d'activité, que vous ne connaissez pas, une société que vous avez identifiée parce que c'est plus ou moins un concurrent ou un fournisseur, va prendre plus de temps pour mettre en place un partenariat capitalistique. Donc, une fois passé cette étape de partenariat commercial, on a différents types de partenariats capitalistiques. De façon très générale, on en définit 3 ici, qui sont l'AJV Greenfield, donc l'AJV Brownfield et l'AJV qu'on a appelé Offshore. Donc, si on commence par l'AJV Brownfield, c'est l'AJV traditionnel. C'est l'AJV avec un partenaire chinois qu'on a identifié, qu'on connaît depuis plusieurs années, avec lequel on a déjà travaillé et qui commence à avoir une volonté de développer un partenariat beaucoup plus sérieux avec vous. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à se demander si on peut s'associer. Donc là, on a pris un exemple par exemple, en Chine, où vous avez, vous, société française, investisseurs ou partenaires, fabricants, société de trading, qui travaillait depuis plusieurs années avec une société en Chine, détenue par un actionnaire chinois, et vous envisagez ce partenariat. Donc, cette société française va prendre une participation dans la société chinoise. Ça va lui permettre comme ça d'avoir un pied en Chine, une entité juridique et de développer le marché chinois sur ses propres standards. Là aussi, je rebondis sur ce que disait Bérangère sur les conditions de prix, le contrôle
le contrôle que vous pouvez avoir sur la distribution de vos produits, clairement, une JV va vous permettre d'avoir un contrôle un peu plus important sur celui qui était auparavant soit votre agent, soit votre distributeur. Vous allez lui mettre des standards, des guidelines qui sont celles de votre groupe. Donc, il y a une fois que vous avez identifié cette cible, il y a un process pour faire en sorte que ce soit votre partenaire capitalistique qui va commencer par la lettre d'intention ou le MOU qui va définir un petit peu le cadre général de votre association. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez commencer avec lui à vous poser les questions de comment est-ce qu'on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on gagne à travailler ensemble, à travailler différemment ensemble. L'idée que je crois Emmanuel a évoqué tout à l'heure de win-win avec Mathieu aussi, c'est vraiment il faut que tout le monde y gagne. Donc, il faut que vous, évidemment, ce soit un bon partenariat, mais il faut aussi que votre partenaire chinois y gagne quelque chose. Parce que vous ne serez pas forcément tout le temps sur place, même si vous mettez votre équipe, et c'est extrêmement recommandé d'avoir du personnel sur place, il faut quand même vous dire qu'il aura beaucoup plus la main sur ce territoire puisqu'il est déjà en Chine depuis plusieurs années. Donc, vraiment veiller à créer ou à augmenter cette relation de confiance et celle-là va se retranscrire dans la lettre d'intention ou dans le MOU. C'est le moment aussi où on met un petit peu de côté la langue de bois. On a fait plusieurs allers-retours et là maintenant on se dit les choses et vous faites intervenir à ce moment-là votre avocat pour vraiment mettre sur papier de façon très claire les intentions et la façon de gouverner de cette entreprise. Une fois que vous avez cette lettre d'intention qui peut être binding ou non-binding, c'est-à-dire avec ou non force juridique, mais qui décrit quand même des intentions, dans cette lettre, dans ce MOU, vous allez indiquer à votre partenaire chinois la possibilité évidemment de faire un audit financier, fiscal, juridique, qui va vous permettre aussi de faire une valorisation de la société cible et de discuter vraiment de la prise de participation. Une fois que l'audit est passé, vous vous rencontrez, vous rediscutez à nouveau des conditions commerciales et on va avoir la rédaction des contrats qui vont sceller cet accord, donc le contrat de cession, le pacte d'actionnaires et tout autre accord commerciaux qui vont être nécessaires. Là, on rebondit un petit peu sur ce que Bérangère ou Maxime indiquaient, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un nouveau contrat de distribution, un contrat d'agent avec cette société dans laquelle on est devenu actionnaire. On va évidemment enregistrer la transaction auprès des autorités chinoises pour refléter le nouvel actionnariat de la société. En règle générale, mais vraiment de façon très générale, il s'agit d'un process qui va prendre environ 6 à 8 mois. Et on l'a vu notamment avec le Covid. Nous, on a eu des transactions qu'il a fallu arrêter à cause du Covid et reprendre ensuite. Donc là, on était sur des délais qui étaient beaucoup plus longs, de 12-15 mois. Se rappeler aussi qu'il faut toujours garder le contact avec votre partenaire chinois pendant cette phase de discussion et de négociation. Tout peut changer et le partenaire chinois a aussi une tendance à vouloir renégocier tous les accords. Gardez aussi très bien à l'esprit qu'un contrat signé en Chine, c'est pratiquement aussi le début de la négociation. Ça veut dire que vous risquez d'avoir plusieurs avenants à ce contrat ou même un nouveau contrat. Donc, pour éviter ça, on discute très franchement, on se rappelle les conditions de partenariat et on se met d'accord vraiment avant la signature de ces actes juridiques. On s'assure que tout soit bien compris. On invite aussi l'actionnaire chinois à prendre un avocat pour éviter qu'en milieu de parcours, ils vous disent « Ah non, je ne l'avais pas compris ». Ce qui est toujours, ce qui arrive très souvent et qui est, quand c'est le cas, toujours un prétexte pour une renégociation. On a une autre forme de JV, donc qui est la JV Greenfield,
qu'on appelle un petit peu la JV sécurisée. Pourquoi? Parce que dans celle-là, on ne va pas racheter le passif de l'actionnaire chinois. On va transférer les actifs. Donc, c'est-à-dire que on a un actionnaire chinois, on a une société chinoise qu'on a identifiée, avec laquelle on voudrait faire un partenariat capitalistique. On a peut-être fait un pré-audit qui s'est révélé plutôt mauvais dans le sens où on a bien vu qu'il y avait beaucoup de responsabilités, beaucoup de dettes ou d'obligations de l'entreprise qu'on ne souhaite pas supporter. On propose à l'actionnaire chinois de constituer une nouvelle entité juridique pour s'associer et on transfère les actifs de l'ancienne société dans cette joint venture. Le process est un peu identique, à la différence qu'on n'aura pas à faire l'audit vraiment de la société de la société chinoise, puisqu'on en crée une nouvelle et qu'on ne transférera que les actifs. Donc on fera vraiment un audit opérationnel de ces actifs si besoin, pour s'assurer d'abord qu'ils ont bien été transférés dans la société et de la valeur de ces actifs. On mettra à nouveau un pacte d'actionnaires et tous les autres accords commerciaux qui vont être nécessaires pour pouvoir opérer cette joint venture et évidemment, on enregistrera la société auprès des autorités locales. Le processus peut être plus court dans ces cas-là. Il y a aussi ce qu'on constate quand même moins de négociations sur le prix des actifs que sur le prix d'une société. Un des points très très importants généralement dans ce genre de modèle, c'est de se poser la question de ce que va devenir cette ancienne société, cette première société chinoise. Qu'est-ce qu'on veut en faire ou qu'est-ce qu'on veut que le partenaire chinois en fasse ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va l'obliger à la liquider? Est-ce qu'on va restreindre son champ, son objet social? Est-ce qu'il va y avoir un contrôle de cette société? Donc ce sont là aussi des discussions qu'on a dès le départ et qu'on insère dans la lettre d'intention et qui seront retraduites quelque part dans les autres accords commerciaux. Je vais laisser la parole à Arnaud qui va nous donner une vision d'un autre schéma qui est la JV offshore. Merci Fanny. Alors en effet, moi je vais parler de la JV offshore. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que, comme l'indiquait Bérangère, donc je suis associé avec Bérangère du bureau de Singapour. Donc rappel rapide, Singapour c'est une toute petite île au sud de l'Asie, en dessous de la pointe de la Malaisie, qui est nichée d'ailleurs entre la Malaisie et l'Indonésie et au milieu d'un vaste territoire qui va de l'Inde jusqu'aux Philippines, on va dire. Donc c'est l'ASEAN plus l'Inde, à peu près 2 milliards d'habitants. Et Singapour est considéré comme un hub, c'est-à-dire une zone de passage quasi pas obligatoire, mais en tout cas fortement recommandé pour investir et s'établir dans la région. La raison pour laquelle on passe souvent par Singapour lorsqu'on souhaite commencer à attaquer le marché, on va dire, sud-asiatique ou sud-Asie. Donc par là, j'exclus évidemment la Chine et les pays autour de la Chine et au nord de la Chine. C'est simplement parce que déjà, d'un point de vue strictement opérationnel, Singapour est un pays très développé. Les infrastructures sont très modernes. Le personnel est qualifié, la main-d'œuvre est qualifiée, la population est très éduquée, il y a un niveau d'éducation assez important. Donc en termes de recrutement de personnel qualifié, c'est évidemment un atout. Et c'est aussi un endroit qui attire beaucoup un personnel expatrié pour le confort de vie, pour évidemment la facilité de voyager aussi depuis Singapour dans la région. La deuxième raison pour laquelle on choisit souvent Singapour comme première étape pour installer une société et donc s'associer avec un partenaire éventuellement ou créer, comme on l'indique, une JV offshore, c'est l'aspect juridique. Bérangère a pu en parler. Singapour est un pays de common law, donc où le droit anglais
à l'origine s'appliquait. Aujourd'hui, c'est le droit singapourien, mais il est fortement inspiré du droit anglais. Le droit donc s'applique. C'est la première place d'arbitrage au monde. Je crois que récemment, elle a dépassé en termes de montant d'opération la place de Paris. C'est une place qui accorde énormément d'importance à la liberté des parties de disposer de leurs propres droits. Ceci par contraste avec les autres pays de la région, et on pense particulièrement à l'Indonésie par exemple, la Thaïlande ou le Vietnam, qui sont des pays très centralisés, où conclure un contrat va souvent dépendre de la validation de telle ou telle administration, de l'encadrement de telle loi, et donc finalement, l'accord commercial qu'on souhaite obtenir avec un partenaire est quelquefois limité par des contraintes qui sont au-dessus des parties. Singapour, ça n'est pas le cas. Enfin, et c'est important aussi de le dire, une des raisons pour lesquelles on utilise souvent Singapour, c'est parce que c'est une place qui fiscalement est attractive, la fiscalité est simple et relativement modérée. À titre d'illustration, par exemple, l'impôt sur les sociétés est de 17%. Et surtout, chose qui intéresse énormément les investisseurs qui souhaitent se déployer dans la région, il n'y a pas de taxation sur les remontées de dividendes. Donc, vous pouvez mettre en place votre holding régional à Singapour, qui détiendra des participations ou qui sera en 100% dans tous les pays de la région lorsque vous voulez attaquer un nouveau marché, et les remontées de dividendes ne seront pas taxées. Donc, évidemment, en termes de gestion, c'est beaucoup plus simple. Alors, je parle de Singapour, je ne veux pas dire pour autant que Singapour est systématique lorsque vous avez l'idée de vous implanter dans la région, tout simplement parce que d'abord, la vraie question que vous allez vous poser, c'est est-ce que quand vous montez votre joint venture, vous avez besoin vraiment d'un partenaire? Vous pouvez, par exemple, à Singapour, faire beaucoup de choses sans partenaire et il peut y avoir quelquefois des options plus simples et plus adaptées à votre modèle. La deuxième raison pour laquelle faire un partenariat à Singapour n'est pas forcément le schéma systématique est que dans certains pays, de toute façon, de par la loi, vous allez être limité en termes de participation dans votre société. Donc, par exemple, si vous allez en Thaïlande, la plupart des sociétés thaïlandaises doivent être contrôlées par un actionnaire local. Si vous êtes en Indonésie, si vous êtes également au Vietnam, dans certains secteurs, vous ne pourrez pas vous installer en 100%. Donc, évidemment, dans ces cas-là, aller rajouter une holding à Singapour avec un partenaire en plus du partenaire local, ça commence à créer de la complexité. Enfin, et c'est autre chose, c'est encore aussi quelque chose à avoir en tête, faire venir un partenaire de la région dans votre holding offshore singapourienne n'est pas forcément quelque chose de faisable en pratique. Je donne un exemple. Si vous avez l'idée de vous installer au Vietnam, par exemple, vous pouvez évidemment être tenté de vous dire j'ai un partenaire vietnamien, je vais m'associer avec lui au sein d'une société singapourienne et ensuite nous créons une société en 100% au Vietnam parce que ce sera beaucoup plus simple à gérer. Malheureusement, un partenaire local, par exemple au Vietnam, ne pourra pas investir dans une société offshore parce qu'il y a un mécanisme de contrôle des investissements à l'étranger au Vietnam. Il faut un accord, par exemple, de la Banque du Vietnam pour investir. Et donc, pour cette raison, plutôt que de passer par Singapour, il vaut mieux directement aller au Vietnam. Donc, voilà pour les considérations un petit peu géographiques. Alors, ensuite, un petit peu, Arnaud, juste inversement, par exemple, pour les sociétés chinoises, l'actionnaire chinois. Alors, on a, comme au Vietnam, on a des restrictions pour les sociétés ou les individus chinois pour investir en dehors de Chine. Mais ça peut être aussi un argument pour eux, ça peut être intéressant quand même de faire cette JV en dehors de Chine. Et notamment, par exemple, à Singapour. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur le marché chinois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont constitué leur société. C'est un panel assez intéressant quand on cherche une société cible à acquérir ou à prendre une participation dans une société. Vous avez ces investisseurs ou ces entrepreneurs qui ont environ 50 ans
qui ont monté leur structure, qui ont développé leur structure et qui cherchent à avoir un partenaire pour la rendre plus internationale. Et la raison, c'est aussi que eux-mêmes veulent devenir beaucoup plus internationaux. Et avoir cette joint venture finalement à Singapour ou à Hong Kong, dans un pays autre que la Chine, ça peut avoir du sens pour eux parce qu'ils ont des ambitions aussi de se développer en dehors de Chine, de développer aussi d'autres affaires en dehors de Chine. Et donc avoir finalement cette possibilité d'accéder à des dividendes ou à des remontées capitalistiques en dehors de Chine peut être un argument pour eux de constituer une joint venture à Singapour. Et c'est un argument qu'il ne faut pas oublier quand on négocie avec eux, parce que ça a du sens pour eux dans leur projet personnel et dans leur développement. Exactement, Fanny. Et je pense qu'en effet, voilà, on a un bon résumé par ton illustration. Singapour, c'est une approche internationale et multijuridictionnelle. Quand vous vous installez à Singapour, c'est un marché de 6 millions d'habitants, donc c'est un petit marché, il y a des choses à faire, mais voilà, il faut avoir en tête que votre holding installé à Singapour, elle vous permettra d'aller faire d'autres projets dans le reste du monde et de faire venir, quand c'est possible, des partenaires locaux pour leur permettre un développement. Je me souviens d'un des premiers dossiers moi que j'avais traité en arrivant donc au début des années 2010 à Singapour, c'était justement une JV avec un groupe vietnamien qui lui avait eu la possibilité d'investir à Singapour. Et l'objet de cette JV, justement, était de faire rencontrer un partenaire qui était à l'époque un partenaire australien avec le groupe vietnamien en vue d'un déploiement sur l'ASEAN. Donc voilà, c'est vraiment ce concept de hub qui marque Singapour. Alors, imaginons maintenant que notre structure a été décidée et qu'on a trouvé notre partenaire, que l'idée est donc depuis Singapour de s'installer dans le reste de l'Asie par le biais idéalement de sociétés détenues à 100% par la holding de Singapour. Là encore une fois de plus, insistons sur les points importants qu'il faut établir dans le cadre du contrat de joint venture. Donc Fanny a parlé de la letter of intent, du term sheet, etc. Je pense qu'il y a pour moi 3 choses très importantes qui sont un petit peu répliquées dans le slide que l'on voit sur l'écran. Il y a 3 choses à avoir en tête. La première, d'abord, quand vous attaquez ce genre de documents, qui sont assez fondamentaux, c'est la question de la répartition des rôles entre vous, donc société généralement qui venait d'Europe, enfin du monde occidental, et votre partenaire local. Il est important de discuter, de savoir exactement qui va faire quoi, à la fois en termes opérationnels, mais aussi en termes de financement. Parce que le schéma classique, c'est souvent l'investisseur européen qui va avoir la surface financière de le faire, l'investisseur local ne l'a pas nécessairement, et il y a des problèmes évidemment quand vous partez sur une joint venture à 49%, 51%, qu'est-ce qui se passe si il faut réinjecter des sommes? Est-ce qu'on passe par des financements tiers, type banque ou autres investisseurs? Est-ce qu'on passe par des prêts d'associés ou est-ce que simplement on fait des augmentations de capital? Et dans ce cas-là, comment se passe la dilution éventuelle de votre partenaire local? Donc ça, c'est des choses importantes qu'il faut discuter en amont parce que une joint venture peut durer des années, voire sans limite de durée. Le deuxième aspect, je pense, qui est très important à traiter dans le cadre de ces accords, c'est la manière dont les décisions sont prises. Évidemment, dans une joint venture, la première chose à laquelle on pense, c'est 50-50. En réalité, 50-50 est souvent un mauvais équilibre parce que le risque d'une 50-50, c'est qu'un petit désaccord puisse en fait faire tomber la joint venture tout simplement parce qu'il n'y aura pas de possibilité d'arbitrage. Donc, ce qu'on recommande la plupart du temps, c'est de se mettre d'accord avec le partenaire local pour qu'il y ait une majorité qui puisse ressortir de certaines décisions. Si vraiment l'accord entre les deux personnes est un accord à 50-50, alors à ce moment-là, le contrat devra établir des mécanismes qui permettront aux parties de se sortir d'un désaccord. Comment elles font? Est-ce qu'elles vont voir un médiateur? Est-ce qu'elles font appel à
tout autre type de tiers? Est-ce que, in fine, selon le type de décision à prendre, si elles sont par exemple financières, c'est l'investisseur européen qui prend la décision. Si elles sont de nature opérationnelle, c'est l'investisseur local. Mais quoi qu'il en soit, il faut, et encore une fois de plus, en sachant qu'on peut potentiellement s'engager sur un long terme, il faut avoir discuté de ces mécanismes de prise de décision, de gouvernance, qui est-ce qui va être au conseil d'administration de la société. À Singapour, les sociétés sont gouvernées par des board of directors. Qui va être le directeur exécutif, qui nomme le directeur financier. Souvent, d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on conseille des partenaires justement européens, ils préfèrent garder la main sur les aspects financiers. Donc, le contrat peut tout simplement prévoir qu'en effet, c'est le partenaire européen qui décide de la nomination du directeur financier. Donc ça, c'est le deuxième point important, la question de la prise de décision et des gouvernances. Et puis enfin, pour moi, un troisième volet qui est fondamental, c'est la discussion qui tourne autour de l'éventuelle fin du partenariat. Quel est l'horizon? Est-ce que lorsque vous rentrez en Asie, votre idée est de vous allier avec quelqu'un et de rester pour toujours avec cette personne? La plupart du temps, on sait que par expérience, il y a un moment ou un autre où il y aura une séparation qui se fera. Alors, cette séparation, elle peut intervenir dans un process classique, tout simplement par la vente de la société. Et là, dans ce cas-là, il faut se mettre d'accord avec son partenaire dans quelles conditions on vend l'opération. Ça peut être aussi par la sortie d'un des partenaires, une sortie qui peut être organisée à l'avance. On voit très souvent en Asie du Sud-Est, dans les opérations de M&A, des rachats de sociétés familiales par exemple, où l'investisseur étranger va dans un premier temps prendre 51%, 70 ou 75% et se mettre d'accord sur un calendrier échelonné de départ du partenaire local sur 4-5 années en fonction de certains objectifs liés aux performances financières de la société. Donc ça, on va dire que ce sont les scénarios optimistes, positifs, et évidemment, il faut aussi se poser la question du scénario négatif, c'est-à-dire un désaccord profond entre les partenaires. Et là encore, c'est là où c'est important d'avoir dans son contrat de JV des clauses assez claires qui permettent aux parties de dire, voilà, si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, il y a deux possibilités, soit c'est la fermeture de la société, une procédure de liquidation de société comme partout dans le monde. À Singapour, c'est évidemment pas simple, surtout s'il y a des participations en dessous. L'autre option étant évidemment le rachat de la participation d'un des deux partenaires par différents mécanismes qui sont des promesses d'achat croisé, de rachat de titres, sur lesquels je rentrerai peut-être pas dans les détails parce que c'est pas l'objet aujourd'hui, mais qui sont importantes dans le cadre de ce contrat. L'avantage, encore une fois de plus, d'avoir un contrat soumis au droit singapourien et à Singapour, c'est que ces clauses sont pleinement reconnues par les tribunaux, ont été portées de nombreuses fois aussi en arbitrage, sont valables et que à Singapour, vous pouvez obtenir des décisions de justice assez rapides si pour X raisons, la situation est vraiment dégradée et que vous avez en face de vous un partenaire de mauvaise foi qui ne souhaite pas appliquer les termes du contrat. Voilà pour mon point de vue. Sur le slide, j'ai juste une question. Quand tu parles de loi applicable, justement, et que tu parles de Singapour, qu'en est-il de l'exécution d'une décision? Donc, alors, en dehors d'un contrat de JV, par exemple, en Chine, où là, on n'aurait pas d'autre choix que de le soumettre au droit chinois si la JV était en Chine, qu'en est-il du contrat de distribution, de sous-traitance ou de contrats commerciaux avec un partenaire chinois si on y met une loi singapourienne? Dans quelle mesure on pourrait mettre une loi singapourienne et dans quelle mesure ce serait possible d'avoir une exécution de cette décision en Chine? C'est toute la difficulté de ça. C'est-à-dire que si vous avez votre partenaire qui est dans votre société établie à Singapour et que vous avez une décision à exécuter qui passe par la reprise des titres de la société, à Singapour, ça va être plutôt facile. Par contre, si en effet votre contrat est soumis au droit singapourien mais qu'il touche une société qui a été incorporée en Chine
ou même ici dans la région, en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande, l'exéquature d'une décision d'un tribunal singapourien, en théorie, est faisable, mais est toujours plus complexe. Et ça, il faut le savoir, l'Asie du Sud-Est en particulier, le Vietnam, on peut en parler, obtenir une équivalence localement d'une décision de justice est difficile. Donc c'est pour ça que, encore une fois de plus, l'intérêt d'un contrat, c'est de s'assurer, et toi tu y insistais tout à l'heure pendant ton discours, que vous avez un partenaire qui comprend bien ses engagements, qui a été conseillé par un avocat et sur lequel vous avez une certaine confiance, parce que au moment d'exécuter votre décision dans un des pays limitrophes à Singapour, c'est évidemment plus délicat. D'accord. Et ton point de ton côté en Chine, sur la base de tes expériences? Oui, pardon. Donc oui, moi de mon côté, j'ai tendance à penser que si on a une société intermédiaire à Singapour, évidemment, je pense que l'idéal, c'est la loi singapourienne ou même un arbitrage. Maintenant, si on a un contrat de sous-traitance, par exemple, avec un sous-traitant chinois et qu'on est une société française, j'ai quand même tendance à penser que le premier réflexe de la société française, ça va être je veux être sous la loi française. Pourquoi? Parce que je connais la loi française, je suis habituée, les tribunaux sont avec moi et il n'y aura pas de partialité. En soi, le raisonnement semble logique. Mais comme les actifs, les produits sont en Chine, que la société chinoise est en Chine, et que on se pose la question de l'exécution, en fait, j'ai tendance à penser que dans ces cas-là, il vaudrait mieux avoir la loi chinoise qui s'applique. Pourquoi? Pour la question de l'exécution de cette décision. On a eu, nous, plusieurs cas de sociétés, et notamment, par exemple, dans les cas des gants. Avec le Covid, on a vu une quantité de sociétés étrangères vouloir acheter des gants, des masques en Chine ou ailleurs. Et faire des acomptes sur ces productions de gants made in China ou de masques made in China. Et finalement, les masques ne sont jamais arrivés en Chine ou sont arrivés en France ou sont arrivés défectueux. Comment on se retourne contre cette société chinoise si on a une loi française applicable et si on attend toujours l'exécution de la décision? Parce que ça peut être aussi un sport qui est moins important qu'avant, mais un sport de société chinoise qui se constitue, puis se ferme, puis en réouvre une autre. Là, au moins, avec le droit chinois, dans ce cas-là, on exécute, on a une loi chinoise applicable, le jugement peut être rendu quand même finalement assez rapidement, on a une possibilité de geler les comptes et d'exécuter une décision. Donc, de manière générale, j'ai quand même tendance à penser que quand on choisit la loi qui va s'appliquer au contrat, en dehors des points où il y a des obligations réglementaires, il faut vraiment veiller à l'exécution de cette décision. Je suis totalement d'accord, Fanny, et je pense que Bérangère confirmera, hein, c'est plus son domaine. En effet, tu parles de contrat de distribution et évidemment, là, moi, on parlait de société, de pacte d'actionnaires, mais bon, le choix du droit applicable, évidemment, c'est au cas particulier. Il faut regarder pour chaque schéma quel est le plus intéressant. Et en effet, il faut dans ce cas-là prendre des conseils locaux et avoir une bonne vision des choses avant de se lancer en effet dans le choix d'un contrat applicable par rapport à un autre. Voilà, donc on avait les derniers points de vigilance, mais globalement, on a fait un petit peu le tour de tous ces points. Donc, les contentieux, réfléchir aux contentieux, tous les contrats qui vont autour de ces pactes d'actionnaires et de ces contrats de JV sont les contrats annexes, donc les contrats de licence de marque, les contrats d'approvisionnement, les contrats d'assistance technique doivent tous être négociés au moment où on négocie le pacte d'actionnaires, parce que finalement, ça va être le framework de cette nouvelle relation de travail. Et il faut, on fait une joint venture pour plusieurs choses. On fait une joint venture parce qu'on a envie de faire un partenariat avec un partenaire chinois ou un partenaire asiatique, parce qu'on se dit que forcément, ça va nous permettre de mieux développer
notre activité en Asie, mais on l'a fait aussi parce qu'on a une volonté d'encadrer les relations de travail des uns et des autres. Je m'explique, par exemple, je travaille beaucoup dans le secteur automobile. Je suis un constructeur automobile français. Je vais faire un partenariat avec une JV chinoise fournisseur automobile. Pourquoi? Parce que je veux aussi définir la clause de non-concurrence. Ce qu'on a le droit de faire et limiter un petit peu les territoires des uns et des autres. C'est-à-dire que moi, je fais des revêtements plastiques pour ma société. Lui, il va faire des revêtements cuir. On va se dire, voilà, toi, tu peux aller sur ce territoire-là. Mais tu ne pourras pas venir vendre tes produits qui seront concurrents aux miens sur mon territoire d'origine. Donc, c'est très important de garder à l'esprit que finalement, une joint venture, ça resserre les liens dans le sens où ça nous permet de développer ensemble, mais ça nous permet aussi de définir un petit peu nos limitations et nos territoires. Fanny, je me permets de t'interrompre parce que je vois qu'il y a une question qui a été reposée sur la question de l'applicabilité. Quid d'une JV en Chine continentale soumise au droit chinois avec un arbitrage à Singapour? Et en effet, alors je te laisserai parler après, nous, on voit de plus en plus souvent Singapour comme étant la place d'arbitrage pour des contrats entre une partie chinoise et une partie européenne. Et ce, encore plus qu'il y a quelques années où Hong Kong était encore récemment utilisé comme une place intermédiaire. Nous, ce qu'on constate, c'est que un arbitrage à Singapour est souvent ce qui est choisi par des parties. De ton côté, est-ce que tu nous confirmes que c'est plutôt la voie à suivre, encore une fois plus dans le cadre d'une société, d'un contrat de JV? Oui, on le voit très souvent. En fait, alors il faut aussi rappeler le coût quelque part quand même de l'arbitrage. Quand les enjeux sont importants aussi, très souvent en pratique, il y a un arbitrage. Et l'arbitrage, on le voit maintenant plus à Singapour aussi qu'à Hong Kong, parce que dans l'esprit, beaucoup considèrent aussi qu'un arbitrage à Singapour va peut-être être beaucoup plus neutre. Et je parle d'esprit, après tu pourras peut-être en dire beaucoup plus là-dessus. Mais oui, je partage ton avis. L'applicabilité d'une sentence arbitrale en Chine, c'est quelque chose qui se fait facilement, rapidement? Qui se fait facilement, rapidement aussi. Alors, on a des centres d'arbitrage en Chine. On en a 3 qui sont importants, qui sont à Pékin, à Shanghai et à Shenzhen, et qui sont aussi de plus en plus utilisés. Après, on a les deux cas de figure, mais la sentence arbitrale est plutôt utilisée en Chine. Elle fonctionne en exécution aussi. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Il y avait une question posée par quelqu'un à Emmanuel, je crois. Oui, alors je vous demande juste une demi-seconde que je retrouve la question que j'ai reçue. Oui, alors c'est une question qui est un petit peu générale. Je vais essayer d'être un peu succinct et tout le monde pourra intervenir dessus. Mais la question, c'est quelles sont les plus grandes erreurs commises par les sociétés qui viennent en Asie? Donc ça, c'est une question assez large, mais j'aurais envie de mettre 2 points en avant. La première chose, on voit souvent des entreprises qui commencent à aller en Asie parce qu'elles ont été contactées par un distributeur qui est basé en Asie et qui a envie de distribuer leurs produits. Et en fait, c'est une très bonne chose de donner cette idée aux gens, mais la problématique, c'est que ce n'est pas forcément la personne qui vous a contacté qui va être le bon partenaire. Et donc, tout ce que l'on a dit précédemment sur l'importance de faire des due diligence, de bien comprendre le marché et de vérifier quel va être le partenaire idéal pour vous pour commercialiser vos produits, c'est clé. Et bon, malheureusement, je dirais pour la personne qui vous a contacté, c'est pas parce qu'elle vous a contacté que ça doit être la personne que vous devez choisir. Et ça, je crois que c'est vraiment important. La seconde erreur que l'on voit très souvent, c'est de considérer que les produits ou les services qui marchent en Europe vont être
les produits et les services qui vont marcher en Asie. En fait, comme on l'a vu, il y a une grande diversité entre les pays, pardon, en Asie. Il y a donc une grande diversité entre leurs besoins. Et donc, il faut vraiment bien comprendre les marchés, bien comprendre les attentes de marché pour choisir le bon produit ou le bon service. Et je donnerais peut-être un exemple, mais par exemple, souvent, on va avoir des entreprises qui vont avoir tendance à vouloir confier leurs vieux produits au marché asiatique en disant ils vont se refaire une seconde jeunesse là-bas. Et en fait, ce n'est pas le cas parce qu'en Asie, il y a au contraire besoin, il y a une envie de nouveautés, il y a une grande impétence pour la technologie et pour les nouvelles technologies. Et deuxièmement, peut-être que la technologie va répondre à des besoins qui sont non pourvus en Asie, là où en Europe, ça va être des besoins qui sont finalement nice to have, mais qui ne sont pas primordiaux. Et donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce qui va marcher en Asie. Je donnerais peut-être donc un exemple, c'est l'exemple de Thomson dans les années 80, qui avait décidé de tout taxer en termes de stratégie dans la fabrication de ces téléviseurs sur les téléviseurs à écran cathodique, en se disant qu'il y avait encore un marché énorme pour les écrans cathodiques sur l'Asie. Mais évidemment, quand les gens ont eu les moyens de s'acheter une télé en Asie, ils ont préféré aller directement vers un écran plat et pas vers un écran cathodique. Et en fait, les exemples de téléviseurs Thomson, on en voit partout dans toutes les industries, dans tous les produits ou dans tous les services. Donc, il faut bien garder cet exemple en tête. Vos produits ou vos services qui marchent en Europe, il faut vraisemblablement les adapter pour le marché asiatique. Maxime, tu as une autre question peut-être? Non, mais je crois que Fanny a une question sur l'actualité un peu plus. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu une question concernant les conditions d'entrée et d'activité des investisseurs étrangers en Chine dans le contexte géopolitique actuel. Alors, il y a clairement le contexte actuel empêche les personnes étrangères à entrer sur le territoire chinois. Donc, il y a des questions d'immigration. Et j'insiste quand même dessus parce que on en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est Mathieu qui l'a dit. À un moment donné, il faut se voir. Et quand on dit il faut se voir, il faut se voir en présentiel. À un moment, quand le contrat de distribution d'agents, ou d'autant plus pour un contrat de JV, on a besoin de se voir, on a besoin de se parler, d'être assis l'un à côté de l'autre pour pouvoir se dire les choses et discuter vraiment de points sensibles, notamment l'actionnariat, par exemple, les conditions de sortie. Donc, le contexte actuel a un impact, notamment du fait des difficultés et des restrictions liées aux impossibilités d'entrer sur le territoire chinois, mais pas seulement, puisqu'il y a le territoire asiatique en général qui s'est refermé. À côté de ça, à ma connaissance, pour le moment, il n'y a pas de restrictions, on n'a pas de loi ou de réglementation qui vont défavoriser les investissements étrangers en Chine. Au contraire, on a même plutôt des incitations maintenant parce que on a des zones en Chine où les collectivités locales ont une volonté de développer des investissements étrangers et donc de favoriser même des taux d'impôt qui sont beaucoup plus faibles que les taux standards qu'on peut avoir en Chine. Le taux d'IS, par exemple, est à 25%. Dans ces zones, et je pense notamment à la Great Bay Area, qui est dans le sud de la Chine, donc le Guangdong, la province du Guangdong, ou même Hainan, où les autorités locales vont jusqu'à proposer des taux d'IS qui sont concurrentiels par rapport à Hong Kong, donc plus aux alentours des 20%, et également à prendre en compte les nouvelles réformes fiscales qui vont arriver au début de l'année prochaine, qui vont imposer
beaucoup plus fortement la fiscalité des étrangers en Chine. Et ces zones-là proposent des remboursements de la différence de cet impôt. Donc, ce sont pas des restrictions qu'il y a. Le contexte géopolitique, je dirais, hormis ces restrictions d'entrée sur le territoire, est plutôt favorable, reste plutôt favorable à l'entrée des investisseurs étrangers en Chine. Peut-être que Arnaud ou Bérangère, vous voulez parler aussi de Singapour. Comment est-ce que vous voyez les choses? Oui, mais je peux en parler rapidement. Il y a moins je dirais que Singapour aujourd'hui, mais je suis sûre que l'équipe d'Actavia peut aussi en parler. Singapour aujourd'hui, c'est très difficile d'entrer sur le territoire. Les frontières sont fermées quasiment. Donc, ça rend les choses assez difficiles pour rencontrer les gens. Il y a, à mon avis, comme en Chine, moins d'appétence en ce moment sur d'aller Singapour va moins rechercher des investissements étrangers qui soient pas gigantesques. Donc, difficile de rencontrer les gens, difficile de rentrer, de sortir du territoire. Bon, j'en espère tous que ça va s'ouvrir prochainement, mais ça reste une place très attractive. Comme on le disait tout à l'heure, les banques fonctionnent. Une fois qu'on a réussi à ouvrir un compte en banque, les banques fonctionnent très bien. La justice fonctionne très bien. Les relations avec les États autour sont bien rodées. Donc, et la fiscalité est de 17%, et peut être attractive, encore plus attractive en discutant de rulings fiscaux, avec l'administration pour payer moins d'impôts. Et on a des clients qui sont des grands groupes et qui ont négocié, qui sont bien en dessous du 17% de corporate tax. Mais ça demande d'avoir un projet conséquent d'implantation à Singapour. Ouais. En fait, la situation actuelle, hein, Bérangère, pour répondre aussi à ta question, c'est que ça renforce en fait le besoin d'avoir des partenaires locaux dans cette situation où on ne peut pas voyager. Vraisemblablement, vu le taux de vaccination de Singapour, ça va être quand même un des premiers territoires de la zone à réouvrir. Et on a eu ce matin des bonnes nouvelles à ce sujet-là, où ils annoncent une date qui serait le 9 août, qui est la date où on atteindrait un taux de vaccination suffisant pour commencer à rouvrir les frontières. Et puis tout à l'heure, on parlait aussi de solutions un peu alternatives pour démarrer ces activités sur l'Asie. Typiquement, le cross-border peut aider dans un premier temps et avec tout ce qui va être le e-commerce, à démarrer certaines activités commerciales, le temps de pouvoir établir sa propre structure dans les différents pays. L'autre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir du stock dans plusieurs pays grâce au cross-border. On est déjà sur la zone Asie et on peut aller assez rapidement d'un pays à un autre sans avoir des stocks un peu partout. Voilà. Donc, je pense que la situation est particulière. Il faut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer en sortie de cette crise Covid. Et là, très certainement, Singapour sera un des premiers pays de la zone à réouvrir. Très bien. Bon, je pense qu'on peut clore le thème aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre attention et avoir pris le temps de vous joindre à ce webinaire. Nous allons vous mettre à disposition la présentation. Vous avez à l'intérieur les coordonnées de Actavia et de toute l'équipe aussi de LPA. Donc, n'hésitez pas également si vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez qu'on réponde. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.